Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je vois beaucoup de gens que je crois ne pas connaître, donc merci aussi à vous d'être là, merci à tout le monde d'être là, vraiment. On va attaquer sans plus tarder parce que j'ai 18 mois à vous résumer en 1 heure et quart. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Cette première photo, une première photo qui n'est pas très jolie mais qui est selon moi très importante. On voit, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure dès le début, on est parti à 2 à la base. Au bout de 5 mois, mon coéquipier, on s'est séparés. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que cette photo, quand on est arrivé à l'aéroport d'Oslo, on était un peu tendu, ça se voit sur les sourires là, on n'était pas super bien. On avait un peu les chocottes, il faut le dire, c'est clair, on ne va pas se cacher. On quittait notre vie, notre confort, nos amis, notre famille, tout ça du jour au lendemain, et on se retrouvait avec quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Vous vous retrouvez avec des pays que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas, il faut le gérer, quoi. Donc là, on avait un peu les chocottes. MDM, déjà, Marcheurs du Monde, pardon, qu'est-ce que c'est? Marcheurs du Monde, avant tout, ça se voulait être une aventure à dimension humaine. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller à pied plutôt que d'aller avec un autre moyen de déplacement? Entre autres parce qu'on voulait rencontrer un maximum de personnes. Il y avait aussi une dimension de dépassement de soi et une dimension aussi de donner de sa propre personne pour un petit peu apporter sa pierre à l'édifice, et puis phrase qui fait un peu utopiste, mais rendre un petit peu ce monde meilleur. Donc là par exemple, vous voyez une photo d'une des actions qu'on avait faites pour construire un éco-village, et puis ici c'est une photo où on avait aidé les éléphants dans un refuge à éléphants en Thaïlande. On y reviendra plus tard, ça vous inquiétez pas. Voyager à pied en autostop, pourquoi ce choix? Certains d'entre vous peuvent penser que voyager à pied c'est long, c'est fastidieux, ça demande beaucoup de physique, pas du tout. Je dis oui, c'est un peu long, c'est vrai, des fois vous marchez sur des kilomètres, c'est plat, c'est un petit peu relou, mais ça passe. Et puis surtout, ce choix aussi, c'était, on voulait simplifier au plus. Donc c'est-à-dire, si vous voyagez avec un animal, il y a déjà beaucoup plus d'administratifs à faire quand vous passez les frontières. Si vous voyagez avec un véhicule, vous pouvez avoir des problèmes de panne, vous pouvez avoir des problèmes aussi dans les villes pour vous parquer, pour trouver des endroits où dormir, etc. Là, on n'avait pas tout ça. On était ultra mobile, on était tout le temps en train de pouvoir se rendre où on voulait aller, on voulait traverser une barrière, on passait une barrière, bref, voilà, le principe. Ça, c'est une petite vidéo pour vous montrer aussi qu'il y avait quand même des dangers quand on était à pied. Ça, c'est au Vietnam. Voilà la circulation. Donc, un carrefour, normal, dans la ville d'Hanoï au Vietnam. Évidemment, là, je vous dis, pour passer, il fallait zigzaguer entre les scooters. Quand vous marchiez, vous aviez intérêt à regarder où vous marchiez, même si vous étiez sur le trottoir, parce que les scooters roulent aussi sur le trottoir. C'était un petit peu sport par endroit quand même. L'autostop, maintenant, on va un petit peu aborder plus cette facette. L'autostop, c'était quelque chose pas très compliqué en soi, mais il y a quand même quelques règles à respecter, entre autres, les plus importantes, je dirais, ne pas se cacher le visage, et puis surtout, toujours être souriant. Cette photo, elle a une petite anecdote. Donc là, sur le panneau que vous voyez là, c'est marqué Tokyo, en caractère japonais. Le japonais qui était là avec moi, donc, était venu avec moi. On était sur une entrée d'autoroute. Il faut s'imaginer les entrées d'autoroute comme ici. Donc, il s'est mis à l'entrée de l'autoroute avec moi, puis moi, gentiment, je faisais mon stop avec mon panneau. Mais lui, il stoppait chaque voiture, chaque personne qui rentrait sur l'autoroute, et il leur disait, il faut le prendre, il va à Tokyo, il faut le prendre, il va à Tokyo. Les gens, ils se disaient, mais... il est fou, il est fou. Il était fou, mais il était très gentil. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est qu'une des nombreuses personnes qui m'a apporté énormément durant mon voyage, alors qu'il ne me connaissait pas du tout. On s'était jamais vu, rien du tout. Et puis là, il m'apportait son aide comme ça. Et puis j'ai été pris au bout de 3 voitures. Ici, c'est une frontière, donc une des plus belles frontières que j'ai passées de manière terrestre, pardon. C'est la Chine qu'on voit derrière, et puis devant, c'était le Vietnam. Donc cette frontière, on en reviendra aussi un petit peu après. Ça, c'est quand je faisais de l'autostop. Donc quand je tombais sur une bande d'hurluberlus comme moi, ça donnait ça. On était dans un camion. Coup de klaxon, appel de phare, c'était la disco, quoi. Et on écoutait de la bonne musique. Voilà. Ensuite, il y avait une autre phase aussi qui était très importante, comme je l'ai dit, le facteur humain. Là, on faisait des dizaines et des dizaines de rencontres chaque jour, entre l'autostop, entre les gens qu'on voyait et puis avec qui on discutait. Ici, c'est Franck Dong, donc j'ai dû les sélectionner de nouveau malheureusement parce que voilà, faut que ça tienne en 1 heure. Mais il y avait plein de belles rencontres et Franck Dong, lui, c'était donc un Chinois que j'ai rencontré au Laos. Je m'explique, il était représentant pour vendre des tuyaux en PVC. Il parcourait le monde
Des fois, je faisais du porte-à-porte pour trouver des endroits où dormir. Et puis là, il me dit, bah, écoute, viens seulement, tu viens vers moi, et puis on dort, comment? Toi, tu vas prendre ta chambre à l'hôtel, moi je prends ma chambre, et puis on dort là. Puis je dis, écoute, Franck, c'est très gentil, mais je peux pas. J'ai un petit budget de 5,50, je peux pas aller à l'hôtel, etc. Il me dit, ah bon, ok, il va, il a commencé à négocier avec le gars de l'hôtel, il revient vers moi, il me dit, écoute, c'est bon, tu peux venir, tu peux dormir dans l'hôtel, je te paye la chambre, et puis ce soir, tu viens manger avec moi. Donc, il m'a payé 2 nuits dans un hôtel, je vous rappelle qu'on ne se connaissait pas du tout à la base, hein. 2 nuits dans un hôtel, le repas du soir, plus un nombre que j'ai arrêté de compter au bout de 3-4 bières, de bière, voilà. Ça ici, c'était une photo où je me suis un petit peu battu, entre guillemets, hein, battu en bien, pour l'avoir. C'était un très très beau moment de mon voyage. Ça, c'est 2 mariés, donc en Chine. J'ai eu la chance d'assister à un mariage chinois de A à Z. Donc tout le monde était sur son 31, sauf moi, qui avait mon t-shirt mammouth. Donc c'était pas super. J'avais un pantalon à poche un petit peu délavé, mais ça c'est le taf, quoi. Donc j'étais assez content de pouvoir assister à ça. Et puis je me suis battu pour avoir cette jolie photo avec la mariée et le marié. Ici, ça c'était des amis donc, qui m'ont fait découvrir une région de la Russie qui est assez sauvage, donc c'est l'Oural, donc c'est plein de petits villages, plein de grandes forêts avec des ours à l'intérieur, etc. Et puis ils m'ont aidé un petit peu à me retrouver dans cette zone. Ça, c'est une photo donc, du Vietnam. J'ai l'habitude de dire que c'était un peu un enfer paradisiaque. Un enfer parce que j'arrivais pas à avancer au Vietnam. Pourquoi? Parce que les gens, à chaque fois que je passais devant un bistrot, ils m'appelaient et ils me disaient, ils me faisaient comme ça, ils me disaient viens, viens. Et j'allais. Je commençais à manger là, donc il faut s'imaginer les tables là derrière, et je finissais de manger là. Les gens m'invitaient à leur table, je ne savais pas pourquoi on m'invitait à leur table, on me payait à manger, surtout beaucoup à boire, beaucoup d'alcool de riz, beaucoup, c'est très difficile de faire un tour du monde sans boire, hein. Il faut le dire. Quelques chiffres, on ne va pas faire trop long sur les chiffres, parce que je sais que ce n'est pas ce qui passionne le plus, mais quand même poser les bases. Le poids du sac, à la base, je suis parti avec 35 kg sur le dos, ce qui représente le poids d'environ un enfant de 10 à 11 ans. Donc bon, le poids est mieux réparti, je vous le concède, mais tout de même, c'est pour se représenter quelque chose. Puis ensuite, je suis passé à 25 kg une fois que je suis reparti tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait le choix judicieux d'éliminer la tente. La tente, on l'utilisait quasi jamais. En Finlande, en Norvège, en Suède, c'était des sols marécageux. En Russie, pareil. Et puis dans les autres pays, souvent il y avait des pentes, il y avait d'autres conditions de terrain qui ne permettaient pas de mettre une tente. Alors la tente, c'était loin. Là, c'était déjà 2 à 3 kilos d'économiser, parce qu'on avait une tente ultra light. Après, il y avait tout ce qui était matériel pour 2 personnes. Éliminé aussi. 8 frontières passées à pied, ça c'est peut-être important de le signaler aussi, parce que le fait de passer une frontière à pied, c'est bien plus compliqué que le fait de passer une frontière dans un aéroport. Il y a de la corruption, il y a des bacs chiches, il y a un petit peu des arrangements entre les taxis, les vendeurs et les gardes-frontières. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer. 30 à 35 km de marche par jour. Donc les journées de marche, parce qu'on avait des journées où on faisait du mix entre la marche et l'autostop, et on avait des journées où on faisait que de l'autostop. Là, lors des journées de marche, 30-35 km, il faut vous imaginer, c'est environ Neuchâtel, Bienne. Donc vous partez de Neuchâtel ce matin, vous arrivez à Bienne ce soir. Voilà, c'était un petit peu l'objectif de la journée, en ayant 25 kg sur le dos, je le rappelle. Le record, c'était 100 km, donc je l'ai fait tout seul en Corée du Sud, en 26 heures. Petite anecdote rigolote ou glauque, à vous d'en juger. J'ai mangé au cimetière pendant que j'étais là-bas, je m'explique. Donc en fait, en Corée du Sud, ils ont une manière d'enterrer les gens sous des dômes. Donc ils mettent des dômes comme ça et puis ils mettent des petits bancs devant ces dômes. Donc moi j'arrive là, j'étais de nuit, donc j'avais appris à éteindre ma lumière de nuit pour pas me faire repérer parce que au début vous la gardez allumée tout le temps, puis quand vous avez la police une fois, la police deux fois, vous commencez à comprendre qu'il faut commencer à voir de nuit. Et puis là, je m'asseye sur ce petit banc, je commence à manger, je pose mon sac sur le dôme, et puis je me dis, bon, c'est sympa, c'est cool, ça colle mon sac, je pouvais manger sur le dôme et tout. Je pars, et le lendemain, je vais dormir chez un Nord-Coréen. Le Nord-Coréen, j'ai dit, mais écoute, c'était quand même bizarre, c'est quoi tous ces dômes? C'est des traces de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou quoi? Il me regarde, il me dit, non, c'est un cimetière. Là, je me suis dit, ok, bon, je n'y ai pas dit la suite de mon histoire, hein. Mais voilà, c'est aussi l'histoire du petit banc. C'est aussi intéressant, ils mettent ça en fait parce qu'ils pensent que les esprits ils ressortent et vont voir les couchers de soleil. Donc en fait ils mettent ces petits bancs pour que les gens qui sont décédés puissent aller voir les couchers de soleil. Donc c'est assez joli, assez poétique en fin de compte.
66 km, 66 000 km parcourus en tout. Donc comment est-ce que j'ai parcouru ces 66 000 km? Comme vous pouvez vous en douter, à pied. Il y avait aussi en autostop, en bateau. Donc bateau par exemple entre la Corée du Sud et le Japon. Et puis après, il y a eu aussi à la baie d'Along et d'autres endroits. Le train, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a payé. Hein. J'ai jamais payé pour prendre un transport en commun, on me l'a payé aussi. C'était ma famille en Chine. J'ai l'habitude de dire ma famille en Chine parce que j'ai fait une semaine avec eux, mais j'ai vécu des trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour dans ma vie. Faut penser que j'étais assez confortable parce que souvent les gens s'endormaient sur moi en Chine. Hein. C'était la sieste, c'est assez sacré, je crois, en Chine. Donc voilà. Les trains allaient entre 320 et 300 km/h, c'était un truc de fou. Vous faisiez Shanghai, Pékin en 4 heures. Je vous laisserai aller voir sur la carte parce que c'est rien de comparable en Suisse. Voilà, la communication et le logement. Alors souvent, on m'a demandé comment je communiquais avec les gens. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez dans des pays asiatiques où les plus jeunes parlent anglais, le reste de la population ne parle pas du tout anglais, c'est difficile de se faire comprendre. Donc on avait déjà le Wi-Fi avec tout ce qui était communication. Donc on téléchargeait des dictionnaires de langue sur nos téléphones via le Wi-Fi. Et puis ensuite, on faisait la traduction comme ça. Ce qui arrivait quand on faisait cette traduction, c'est que parfois on ne se faisait pas toujours comprendre. Alors on essayait de parler la langue. Au Vietnam, par exemple, près de la colonisation, des fois j'avais plus de succès en parlant français qu'en parlant anglais. Évidemment, les personnes âgées parlaient un petit peu français, des fois. Sinon, il y avait tout simplement les meilleurs moments, je dis toujours, c'est les moments où on ne se comprenait pas. Quand vous êtes en train de gesticuler avec vos bras pour essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça crée des situations ambiguës qui sont bien souvent drôles. Et puis là, c'était le cas. Donc là, une fois de plus, au Vietnam, les gens me faisaient aller vers eux. Je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Ils ne comprenaient rien à ce que je leur disais. Mais qu'est-ce qu'on se marrait. C'était assez exceptionnel de voir de nouveau ces gens qui m'invitaient vraiment. Hein. Comme si là, maintenant, je passais devant votre bar, et puis que vous m'appeliez comme ça, et puis que vous me disiez, viens, je ne comprenais pas, mais je savais qu'ils voulaient que je vienne. Et puis là, hop là, on buvait un verre ensemble, on partageait un bon moment ensemble, et puis c'était super cool. Les moyens pour se loger. On va commencer dans les villes parce que c'était là que c'était un petit peu le plus sportif, contrairement à ce que certains pourraient croire. Le couchsurfing, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application. Une application qui vous permet d'aller dormir chez les gens sans rien payer, et puis en échangeant votre culture, en échangeant votre savoir, et puis en échangeant aussi, je ne sais pas, des plats par exemple de votre pays, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très, très sympathique à faire aussi. L'Helpix, alors ça, en fait, le principe, c'est un petit peu comme du woofing. Donc le Helpix, c'est des gens ont besoin d'aide, ils le mettent sur un site internet, et puis vous proposez votre aide. Okay, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous allez, vous dites voilà, je peux te faire ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, avec ça, j'ai repeint les barrières de personnes âgées. J'ai travaillé pendant 1 mois en tant que jardinier en Nouvelle-Zélande. Je me suis occupé d'animaux avec ça. J'ai aussi trouvé certaines des missions qu'on avait fait humanitaires, entre autres. Bref, c'était aussi quelque chose qui nous aidait pas mal. À quoi ça ressemble le couchsurfing? Donc vous arrivez chez quelqu'un, on vous déplie le canapé, et puis vous dormez sur le canapé. Là, vous voyez encore mon ancien coéquipier. Ça, c'est l'endroit certainement le plus fou. Le plus fou dans lequel on a dormi de tout ce voyage. Donc vous ne rêvez pas, là derrière, c'est une table de mix, oui. On a dormi dans une boîte durant le voyage. Alors je vous rassure, ce n'était pas une boîte en activité, mais on a quand même dormi dedans. Et puis en fait, c'était en faisant du porte-à-porte, il y a quelqu'un qui nous a repérés. Puis il nous a dit, mais tout simplement, écoutez, venez, c'était en Russie, venez, et puis vous pouvez dormir dans ma boîte, de toute façon, avant ce week-end, il n'y a personne. Alors on est venu, on s'est couché, on avait une boîte complète pour nous. Le soir, on nous a apporté à manger et le lendemain, on nous a apporté un petit déjeuner. De nouveau, on n'avait rien demandé, mais les gens apportaient ça comme ça, spontanément. Et c'était en Russie, hein, les Russes sont quand même réputés pour être assez froids. Je vous garantis que ce n'était pas ça. C'est aussi pour ça que le nom de la conférence, c'est Au-delà des préjugés. C'était vraiment, tous les préjugés ont été cassés un à un, hein, vraiment très chaleureux. Ici, les frères Tompalou. Donc, comment faire cette conférence sans parler d'eux? Des immenses buveurs, ces deux-là, hein, que vous voyez ici. Fallait les suivre. Eux, ils étaient rencontrés à Tallinn, donc c'est la capitale de l'Estonie, Tallinn. On les a rencontrés en faisant du stop. Ils nous ont pris, ils ont traversé tout leur pays. Bon, c'est pas immense, hein, l'Estonie, mais ils ont traversé tout leur pays d'une traite pour nous amener à une de nos missions d'aide. Quand ils nous ont déposés, ils nous ont dit tout simplement, les gars, quand vous revenez à Tallinn, il n'y a pas de problème, vous nous contactez, on s'occupe de vous, vous dormez chez nous, on va boire un verre ensemble et tout ça. Bon. On avait l'habitude de ne pas trop se fier à ce genre de choses, mais là, voilà, on est parti, on a fait notre mission, on est revenu une semaine après à Tallinn, et là, on les contacte. Ils nous disent « Ok, vous êtes où, on vient vous chercher ». Ils sont venus nous chercher, on a commencé à boire de l'alcool. Ils sortaient de l'alcool de je ne sais où, parce que ça venait de tous les pays, mais on ne sait pas comment ils se procuraient ça.
Et puis, c'était fou, il y avait des étiquettes Made in Africa, Made in Asie, Made in Vietnam, bref. Voilà, on a commencé à boire et on n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, heureusement, notre famille qui arrivait, enfin ma famille qui arrivait, donc qui avait réservé, donc mon père et ma mère qui avaient réservé une petite maison au bord de l'eau en Finlande. Et puis là, on a fait une semaine avec eux. Donc là, on est passé d'aventurier à vacancier, hein, il faut le dire. On était vraiment pendant une semaine, on a pu manger à notre faim, on était tranquille là. Et puis voilà, donc ça, c'était aussi vraiment très cool de leur part de pouvoir venir nous voir, puisque après, avec la distance, ils ne pourraient plus nous voir avant un bout de temps. Les autres endroits où on a pu dormir, les tatamis. Donc au Japon, si certains d'entre vous ont des problèmes au dos, je vous conseille le tatami, ça va vous mettre les vertèbres en ordre. C'est génial. Sinon, il y a les ports, donc on a beaucoup dormi dans les ports aussi quand on devait prendre les bateaux. Les ports, c'est vraiment ce que j'ai aimé le moins, je pense, pour dormir, entre les odeurs d'urine, les odeurs de poissons un petit peu pourris, les bruits de vagues, les bruits de bateaux, les rats. Il y a beaucoup de rats dans les ports, donc voilà, c'était pas super agréable. Là, on dormait à même le sol, mais je dormais que d'un œil, je vous avoue. Ici, il y avait aussi des très bons côtés au fait de dormir dehors. Je vous laisse découvrir où j'ai eu la chance de pouvoir dormir. Dans la forêt juste là, et ça c'est le mont Fuji, au Japon. Magnifique. Et je vous garantis que j'étais tout seul, j'avais une vue qui était unique parce que la ville elle est en dessous là. Et moi j'étais là ici, j'ai tendu mon hamac entre deux arbres ici et j'ai dormi là. Le temps était nickel, il faisait froid hein, parce que j'étais pendant la période hivernale. Ils ont l'hiver en même temps que nous là-bas. Et c'était très sympa comme expérience. Passons dans le plus technique maintenant, le hamac. Le hamac, comme je vous ai dit avant, déjà on apprend à se méfier de la police très tôt hein, parce que les gens dès qu'ils voient un peu de lumière dans la forêt, ça les inquiète. Ce qui est normal, et ils appellent la police. Donc une fois qu'on s'est fait surprendre par la police et puis que vous devez vous déplacer à passer 11 heures pour aller remettre votre camp ailleurs et puis que la police vous suit en plus de ça, que vous devez encore jouer au chat à la souris avec la police juste pour trouver un endroit où dormir, hein. Je vous rappelle, on ne faisait rien d'illégal, c'était juste ça faisait souci un peu aux gens, ce que je peux comprendre, et ben ça devient compliqué. Donc là, on peut voir un petit peu des branchettes pour cacher. Et puis là, il y a d'autres branchettes, mais après, je remettais des plus grosses branchettes par-dessus le hamac pour vraiment camoufler tout ça, en fait. Ici, si vous voyez rien, c'est très bien. C'était le but, en fait, c'est de montrer ici, il y a le hamac qui est camouflé. J'étais à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Et puis cette frontière, il y a des places de parc pour que les camionneurs ils puissent dormir, pour que les gens ils puissent dormir aussi, il y a des hôtels, etc. Mais je vous laisse imaginer que de nouveau, j'ai dû trouver une petite planque où je pouvais tendre mon hamac, donc j'ai tendu ça sous un hangar. Le chantier, donc ça c'était en ville, quand je trouvais rien où dormir, eh bien, quelles étaient les zones où il y avait le moindre odeur, où c'était, on va dire, un petit peu interdit d'aller dormir, c'était les chantiers. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les chantiers un petit peu partout dans le monde, c'est marqué interdiction aux personnes non autorisées. Si vous rentrez là-dedans, ça vous risque et périls, je ne vous encourage pas du tout à le faire, mais en même temps, pour moi, c'était aussi les endroits où j'étais le plus en sécurité quand je devais dormir en ville. Parce que oui, on est plus en danger dans une ville que dans une forêt. Vraiment, si vous en doutez, c'est vraiment, il faut se dire que l'homme est un loup pour l'homme. Et puis que le fait de dormir ici, dans un chantier, j'étais hyper safe. Personne n'osait venir me déranger. À chaque fois, bon, j'étais très camouflé parce qu'en Chine, les ouvriers commencent très tôt, s'ils ne font pas du 3x8 directement. Hein. Donc à 3h du matin, j'étais loin. Là, hein. J'arrivais à 11h, à 3h, j'étais loin. La hauteur du hamac dépendait toujours un petit peu du danger qu'il y avait dans le pays. En Australie, j'étais plus à 2 mètres, le hamac. Et puis là, par exemple, on voit, c'était un petit peu, vu que j'étais hyper safe, j'étais hyper bas. Il fallait aussi un peu se cacher. Donc quand je me couchais, j'avais un peu les fesses qui touchaient par terre. Mais ça, c'est un détail. Ici, c'était donc les photos du canyon de Sharin. Donc là, c'est encore quand on était deux. On voit d'ailleurs les deux sacs. Donc on dormait tout proche du canyon de Sharin au Kazakhstan, très proche de la frontière de la Chine. Une magnifique région. Magnifique région, le sud du Kazakhstan, vraiment, c'est très beau et puis c'est safe, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi. Ici en Australie, l'Australie, alors j'ai fait un diaporama exprès pour l'Australie parce qu'il faut s'imaginer
que l'Australie, c'était plein de bestioles. Hein. C'est super, l'Australie. Il y a plein de gens qui me disaient « Ah, tu verras, c'est génial, l'Australie, les plages, les hôtels, etc. » C'est vrai, c'est top, c'est top. Mais quand on voyage et qu'on dort dehors et puis qu'on marche tous les jours, ça devient moins cool. Par exemple, ici, vous avez un varan qui était quand même long comme mon bras. Vous vous dites « Bon, bah ok, un varan, ça rampe, c'est cool et tout. » Non, non, ça grimpe aussi aux arbres. Donc là, le hamac, je pouvais le mettre où je voulais. Le varan, il venait de toute façon. Donc, il fallait se méfier de ce genre de bestioles. Là, ici, on ne voit pas. Après, j'ai une petite vidéo qui vous le montrera. J'étais en train de me faire envahir par les fourmis. Là, ici, il y a des bestioles dont je ne savais même pas le nom, qui grimpaient, qui venaient me rendre visite durant la nuit, etc. C'était chouette. La pire nuit que j'ai passée, c'était en Australie. C'était quand j'ai dû passer une nuit dehors parce que je me suis fait prendre en stop par quelqu'un. Les lumières que vous voyez là, c'est une station-service et qu'on était au milieu de nulle part. Il n'y avait rien pourtant de le hamac. Il y avait des longs champs puis des forêts qui étaient très loin. Et le lendemain, je devais repartir avec le camionneur qui m'avait pris. Et il m'a dit, il n'y a pas de place dans ma cabine pour dormir à deux. Il n'y avait pas d'arbre. Je me suis dit, je fais quoi? Je pose mon hamac par terre, puis je dors par terre. Je vous promets, cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Là, ici, c'est pour finir, en Australie, j'ai tellement été, en guillemets, traumatisé de mes nuits que je me suis dit, écoute, puisque c'est comme ça, il y a un problème, règle-le. Tu vas marcher durant la nuit, et puis tu vas dormir durant la journée. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, les gens ils sont réveillés, tu vas pouvoir très vite trouver de l'aide. En Australie, il faut dire entre autres, parce qu'il y a plein de bestioles. En Australie, j'avais l'habitude de dire, il y a tout qui essaye soit de vous blesser, soit de vous tuer dans les bestioles. Donc c'était assez hardcore. Il y a quand même le serpent le plus venimeux au monde en Australie, donc il vous pique, vous êtes quasi sûr d'être raide. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Là, ici, je vous laisse avec les petites fourmis. Seulement une nuit passée là, regardez l'invasion de fourmis. Donc voilà, on voit, elles sont sur toute la longueur du hamac. Alors c'est des fourmis vertes. Elles sont pas dangereuses, mais quand elles mordent, bon, on s'en souvient. Le facteur humain. Ça, c'est une question un petit peu sensible, mais très intéressante à poser. Est-ce que c'était un atout ou pas? Moi, je dis toujours, il y avait 3 facteurs dans cette aventure. Il y avait la nature, donc les conditions météorologiques, les catastrophes qu'on aurait pu croiser. Il y avait les animaux, et puis il y avait l'humain. Paradoxalement, c'est celui qui nous a le plus aidé, mais qui nous a aussi posé le plus de problèmes, le facteur humain. De par le côté administratif, de par le côté lors des passages de frontières, quand on nous faisait attendre des heures pour pouvoir passer une simple frontière. Tout ça pourquoi? Parce que le douanier voulait son bac chiche. Et puis pour nous, on se disait on a 5,50. Le gars il nous demande déjà un bac chiche de 3 francs. C'est déjà plus de la moitié de notre budget qui fout le camp. Donc c'était hors de question. Alors des fois on a attendu des heures à la frontière pour rien. Cette photo représente bien ce paradoxe dont je viens de vous parler. Ici, j'ai rencontré donc des policiers chinois. Quand j'ai rendu visite à mon ami Frank Dong en Chine, je me suis retrouvé dans un village qui n'était pas du tout touristique. En Chine, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de sortir des villages ou des villes qui ne sont pas touristiques. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le communisme. Même mon ami Frank Dong, qui faisait partie du Parti communiste, m'a dit « Écoute, je comprends vraiment pas, là, ils sont débiles. » Bon, j'ai dit « Ok, on garde ça entre nous, il n'y a pas de souci. » Et là, on est arrivé donc, à ce poste de police. La police m'a convoqué, évidemment. Avec mon faciès, on m'a reconnu très vite. Hein. Et puis, on a commencé à me demander d'où je venais, où j'allais, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi est-ce que j'étais là. Heureusement, il y avait mon ami Franck qui traduisait de l'anglais au chinois. Et puis après, pour finir, ils ont dit « Ok, bon ». Je me suis dit « C'est bon, ça va être fini ». Ils m'ont pris mes papiers. Je me dis oh, « C'est bon, ils vont me les rendre ». Non. On me fait descendre à la cave, dans une chambre capitonnée. Là, vous faites tous les films possibles du monde. Hein. Vous vous dites, vous êtes dans un village paumé entre Shanghai et Pékin. Vous ne savez pas concrètement dans quelle direction il vous faut aller pour partir. Et puis la Chine, vous pouvez toujours essayer de courir dans un sens. C'est large. Hein. Donc il faut un bout de temps pour en sortir. Alors là, je me suis dit, écoute, Nico, s'il y a quelqu'un qui arrive et puis qu'ils essayent de commencer à te frapper ou quoi que ce soit, t'en colles une, tu pars en courant et tu réfléchis pas plus loin. Mais j'ai attendu, évidemment, de voir ce qui se passait. Et fort heureusement, il y a juste une policière qui a débarqué, qui m'a fait signer un papier comme quoi j'avais bien été présent dans ce village à ce moment-là, qui m'a dit que demain il fallait que je parte, et puis cette policière parlait anglais, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai comprise, et puis elle m'a dit que demain je devais partir, sinon je risquais d'avoir des problèmes. Alors on a regardé avec les policiers l'horaire, et puis après ils ont dit bon vous ne pouvez pas partir avant après-demain, donc on est parti après. Et pour finir, pour moi c'était tellement fun de me retrouver dans un poste police en Chine, je me suis dit il faut que j'aie une photo avec eux. Alors, je suis allé leur demander une photo. Bon, ça les a bien fait rire aussi à voir. Hein. Et puis, c'était plutôt sympa. Donc, pour finir, tout est bien qui finit bien.
Après, sinon, on peut se dire aussi qu'il y avait plein de belles rencontres, comme ici, Gaillanet et son oncle qui nous ont accueillis dans leur fabrique de lavache. Le lavache, c'est un pain plat. C'est dans cette entreprise qu'on s'est fait héberger. On a aussi fait pas mal la fête avec eux. Ça, c'était Alexander qui était un gardien de gare à l'entrée de Moscou. Donc, c'était une gare avant Moscou. Et puis, il m'a repéré. Je traversais les voies pour venir dans sa gare. Et puis, tout d'un coup, il commence à me faire comme ça. Je me dis, ça y est, je vais me faire engueuler. J'ai traversé les voies. Et non, il m'a pris avec lui, il m'a fait visiter le poste de contrôle. Évidemment, je ne peux pas avoir de photos, c'était secret. Le poste de contrôle de la gare avant de rentrer à Moscou. Et puis, il m'a recueilli dans le réfectoire et puis il m'a donné à manger. Donc là, une fois de plus, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, vous rigolez bien avec cette personne, même si vous ne le comprenez pas. Là, on retrouve Frank Dong avec sa famille en Chine. Donc, comme promis, il m'a réaccueilli. Donc, il m'avait promis au Laos de m'accueillir. Et quand je suis retourné en Chine, il m'a accueilli. Ici, donc, ça, c'était les fameux restaurants au Vietnam. Donc, là, vous reconnaissez la table avec la photo d'avant. Et puis ça, c'était donc une petite pâte de poulet. On mangeait ce qu'on me donnait, en fait. Hein. Donc, voilà. En Asie, des fois, je mangeais des trucs. Je ne savais pas ce que je mangeais, mais c'était très souvent très bon. Hormis tout ce qu'on peut penser sur l'armée nord-coréenne, sur la Nord-Corée et tout ça, là, c'était un lieutenant nord-coréen. Donc là, je suis à la DMZ, donc c'est la ligne de démarcation qui est en Nord-Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En fait, ma guide a expliqué ce que j'avais fait, comment je voyageais. Et puis lui était assez admiratif de mon parcours, et moi j'étais assez admiratif qu'il soit assez admiratif. Alors, j'ai dit, on fait une photo. Tout simplement. Donc c'était aussi quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est des photos, je pense, qui sont un petit peu collector quand même. Je ne pense pas qu'il y en a des beaucoup comme ça. Et puis voilà, c'était un gars qui était bien sympa. Je sentais au fond de lui qu'il avait envie de me suivre. Ici, on a donc Alexandra qui était une Russe qui nous a accueillis dans sa famille à bras ouverts, dans une maison qui avait plus de 100 ans, qui a vu les deux guerres. On voyait vraiment la maison, elle penchait comme ça quand vous rentriez dedans, c'était cool. Et elle m'a vraiment dit en partant, tu seras toujours le bienvenu, tu es considéré comme de la famille, n'hésite pas à revenir à Saint-Pétersbourg. Parce qu'on a passé plein de beaux moments aussi ensemble, on a fait beaucoup de partages, et c'était vraiment quelque chose de très sympathique. Ça, c'était dans une école anglophone au Vietnam. Et puis ça, c'est ma famille en Chine. Le grand-père se battait toujours pour m'avoir à ses côtés quand il allait en ville, parce qu'il voulait m'avoir à son bras. Il m'emmenait partout, dans tous les coins qu'il connaissait. Il voulait visiter avec moi, me présenter à ses amis. Ça, ici, c'est une école en Corée du Nord. Donc, juste pour imaginer un petit peu la rigueur qui règne déjà dès le plus jeune âge. Hein, vous imaginez ces petites filles, elles ont peut-être 6 ans. Je vous laisse voir. Elles sont déjà toutes en rythme, hein. On voit c'est déjà très militaire dès le plus jeune âge, hein. C'est vraiment... voilà. Là, ici, vous allez pouvoir assister à une magnifique prestation de ma part. Bon, j'avais au moins le mérite de tenir le texte à la vieille dame. Ici, je suis quelqu'un qui est un petit peu impulsif, pas forcément mal, hein, mais plutôt impulsif dans le sens où si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et là, j'avais très envie de faire cette petite gym matinale avec les Chinois. Perte de calories garantie. Ici, on avait donc les actions. Donc, c'était certainement une des facettes qui nous a permis de nous faire sponsoriser, une des facettes les plus importantes qui nous a permis de nous faire sponsoriser, parce que ce voyage était sponsorisé, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis le début. Ici, la première action, c'était de ramasser des déchets au bord d'une route. Donc, on était en Finlande, la Finlande qui est quand même connue pour être un pays très propre. On a quand même passé une après-midi à remplir des sacs en plastique. On en avait rempli 3 environ chacun,
Après, c'est vrai qu'en étant à pied, c'était compliqué de commencer à en travailler plus avec ça. On avait déjà les sacs sur le dos, etc. C'était déjà pas mal. C'est une goutte d'eau, hein, c'est sûr, on en est conscient, mais on a quand même fait quelque chose. Ici, la construction de l'éco-village. Donc là, vous voyez mon ancien coéquipier qui est en train de poser des briques sur cette planche. Donc en fait, on malaxait avec nos pieds du sable et de l'eau, okay, pour avoir une pâte, qui après on mettait dans ces moules. Après, on mettait ces briques ici derrière sécher au soleil. Puis ensuite, on faisait cuire les briques. Puis ensuite, on pouvait commencer à construire les maisons. Pourquoi éco-village? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, tout était fait à la main ou presque, il y avait quelques petites visseuses, des trucs comme ça à cul, mais il n'y avait rien de polluant là. Là, on avait le réfectoire, hein, donc où on mangeait tous, là, on était 4-5 à manger dans cette tente le soir, et puis après, autour, on avait nos tentes un petit peu dispatchées pour dormir. La troisième action, qui est certainement l'action qui était le plus important pour moi, c'était d'aider les éléphants dans ces pays où ils sont exploités malheureusement pour le tourisme. C'est important de le rappeler, mais les éléphants qu'on peut monter quand on fait du tourisme, c'est des éléphants qui sont bien souvent battus, même tout le temps battus. Et puis là, du coup, c'est des refuges qui récupéraient ces éléphants battus et puis qui en prenaient tout simplement soin. J'ai eu la chance de faire 3 jours, mais j'aurais bien voulu faire plus, simplement que je n'ai pas trouvé un refuge qui me prenait sans payer. Donc j'ai dû payer pour aller faire cette action. Donc oui, vous donnez déjà de votre personne, mais vous devez encore payer pour donner de votre personne. Bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Donc voilà, là j'ai vraiment passé un excellent moment aussi. Ici, l'école d'anglais au Vietnam. L'école d'anglais au Vietnam, c'était, comme vous pouvez le voir, une école exclusivement pour filles, ça c'est le directeur. Hein. Et puis, lui, il a eu la génialissime idée de se dire, écoute, comment je vais faire pour ramener beaucoup d'intérêt autour de l'anglais avec mes étudiants? Je vais faire venir des gens qui parcourent le monde, et puis pour raconter leurs histoires, pour aider aussi dans la classe. Donc là, vous pouvez voir, ici, il y a les tables de classe, et puis on dégageait tout le soir, et puis on faisait des repas comme ça tous ensemble. C'était hyper cool, c'était hyper convivial. C'est comme ça que vous faisiez des liens de fou avec vos élèves. Bon, alors je suis bien conscient que ce n'est pas possible partout, mais voilà. Et puis moi, je dormais, après, une fois qu'on avait fini de manger, là, je mettais mon matelas et puis je dormais là. Donc voilà, ça faisait tout en un. Et la 5e action qui était en Nouvelle-Zélande, avec les Nestorchea. Donc c'est les petits perroquets que vous voyez ici, là et là. Donc les Nestorchea, en fait, c'est la seule espèce de perroquet au monde qui vit en montagne. C'est une espèce qui est endémique de la Nouvelle-Zélande, ça veut dire que vous en trouverez nulle part ailleurs. Et puis, la journée, je montais donc au sommet des montagnes pour les prendre en photo. Après, je montrais ces photos aux rangers en Nouvelle-Zélande. Et puis, eux regardaient s'ils étaient pucés ou pas. Et puis, s'ils étaient pucés, c'était tant mieux. S'ils n'étaient pas pucés, je leur donnais les coordonnées GPS d'où j'avais pris la photo. Puis, eux se rendaient là-bas. Les cas, il n'y avait pas trop besoin de les chercher. Hein. C'est des animaux qui sont très, très, très curieux. D'ailleurs, j'ai pu faire aucune photo où il y a moi et eux dessus, parce qu'à chaque fois, ils s'envolaient avec mon trépied. Donc, c'était compliqué. Après, je redescendais en plaine pour dormir la nuit. Donc là, on voit un peu des lignes électriques là, mais il n'y a rien hein, sinon. C'est vraiment c'est sauvage, c'est extraordinaire. Et la Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse de l'Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, il y a 0 bête dangereuse. Hein. Vous pouvez dormir où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, ça c'était pour les 5 actions. Là, une petite vidéo donc, d'une des actions, je vous laisse voir. Come on. Un bébé éléphant qui fait quand même 250 kilos. Hello. Hello. Come on, baby. Fallait pas se laisser marcher dessus, hein, parce que le pied est plat. Voilà. Ici, donc ça c'est l'autre action, ça c'est ce qu'on faisait aussi le soir après avoir mangé dans l'école en anglais. Voilà. Et puis ça après c'est une autre facette du voyage, donc le lavage, que ce soit le lavage de nos affaires ou le lavage personnel, un record qui est peut-être un petit peu crade. Le nombre de jours sans se laver maximum qu'on a fait, c'était 13 jours.
Donc vraiment, après 13 jours, c'est vrai que, bon, évidemment, dès qu'on tombait sur un robinet, on essayait de se laver un petit peu les parties sensibles. Mais voilà, ça restait quand même un grand lavage à faire après 13 jours. Là, donc, je faisais ma lessive, toujours avec des savons qui étaient évidemment sans matière chimique, rien du tout. Là, ici, donc, c'était la baignade en Australie, parce que j'ai eu la chance en Australie de tomber sur une chasseuse trappeuse un peu. C'était une femme qui chassait tout au couteau. Mais elle ne chassait pas réellement les animaux, parce que tous les animaux sont protégés en Australie. Elle récupérait un petit peu ce qui était déjà mort, ce qui était encore valable, et puis elle le revendait. Ça faisait 7 ans qu'elle vivait en récupérant des choses sur les animaux, en vendant des choses comme ça, puis 7 ans qu'elle faisait le tour de l'Australie avec un vieux van tout pourri et un perroquet. Mais c'était un profil assez atypique, mais c'était extraordinaire parce qu'elle m'a appris plein de choses. Entre autres, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé en Australie, c'était « Écoute, tu voyages comment ?» J'ai dit « Écoute, à pied, en autostop, et puis je me lave dans les rivières. » Non, non, t'oublies ça. Pas de lavage dans les rivières. Dans la mer, tu rentres pas dans la mer s'il n'y a pas un carré qui est sécurisé, etc. Entre les méduses, les crocodiles et tout le reste, les crocodiles peuvent atteindre 6 mètres. Donc je me disais aussi, bon, on va peut-être éviter de tomber sur ce genre de choses. Les cours d'eau, c'est toujours assez foncé, assez brumeux, donc cela vous évitez aussi. Puis là, elle me dit un jour, écoute, tu peux aller te baigner là. Puis je dis, mais il n'y a pas de crocodiles. Elle me dit, non, non, les crocodiles, quand ils chassent, ils sont stationnaires. Donc s'ils sont stationnaires, ça veut dire que quand il y a du courant comme ça, ils bougent. Et ils ne veulent pas bouger, eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester sur place, attendre leur proie et attaquer. Là, s'il y a du courant, il y avait beaucoup de courant là, eh ben, ils ne viendront pas là. Et en plus de ça, s'il y a des rochers, ils ne viendront pas non plus, parce que les rochers, ça les embête, ils ne peuvent pas bien se positionner. Par contre, après ici, vous voyez, belle photo, hein, une plage paradisiaque, des palmiers, un petit paysage en fond. Mais je suis arrivé dans cette ville, et puis j'ai dit, mais écoutez, je suis pas allé me baigner, parce que j'avais pris l'habitude de demander en Australie. On m'a dit, non, non, il y a un crocodile là qui tourne et qui chasse tous les jours ici, il fait entre 4 et 5 mètres, il ne faut pas aller mettre les pieds là-dedans. Bon, là, vous dites, on ne va pas tenter, c'est mieux de rester un petit peu puant. Ici, donc, on faisait sécher le linge, donc tout simplement, on tendait une corde, et puis voilà. Et puis ça, c'était un petit peu plus atypique, donc ça, c'était dans une famille au Laos. Donc quand je faisais du porte-à-porte, je suis tombé là. Ici, vous avez la salle de bain, la cuisine, derrière ce mur, vous avez la chambre, et puis là, vous voyez une tache noire ici. C'est un porc qui est en train de se rouler dans la boue. Voilà, hein, on n'a pas tous le même confort, mais ça suffisait, c'était parfait, on pouvait se baigner, enfin se laver là dans cette petite bassine, et puis ça faisait le taf, quoi. C'était sympa. Il y a aussi beaucoup de... On me pose aussi souvent la question de comment tu faisais avec l'argent. Alors déjà avec l'argent, puisqu'on avait ce budget de 5,50 par jour, je prévoyais plus ou moins le temps que j'allais faire dans le pays, et puis après je mettais tout dans un porte-monnaie que j'avais au niveau de la taille, collé à la taille, histoire que ça ne se voie pas. Pour le reste, quand on me demandait si j'avais de l'argent, j'ouvrais le porte-monnaie, puis je disais, regarde, j'ai pas d'argent. Psychologiquement, c'était très fort, parce que la personne voyait que j'avais vraiment pas d'argent. Et puis ça m'est jamais arrivé qu'on me fouille ou comme ça. Donc, en fait, là, quand je passais les frontières, ici, c'était pas une frontière trop compliquée à passer, c'était entre le Laos et le Vietnam. Ici, c'était entre la Chine et le Vietnam. Et ici, c'était entre la Thaïlande et le Laos. Et ça, c'était la frontière la plus compliquée à passer. Alors, ce n'était pas du côté thaïlandais. Hein. Les Thaïlandais, c'est un pays qui est quand même assez riche pour l'Asie. Je me suis quand même retrouvé facilement dehors de Thaïlande, mais c'était surtout du côté Laos. Le Laos, c'est resté très pauvre. Vraiment, c'est pas comme ici en Europe, hein, où on a quand même... les pays se ressemblent quand même beaucoup plus que là en bas. Là, on sentait vraiment la différence. Et là, le douanier qui était dans sa cagette, là, il m'a dit « Tu payes ». J'ai dit « Quoi, je paye ? J'ai déjà un visa, je ne vais pas repayer ». Il m'a dit « Non, tu payes ». Si tu ne payes pas, tu ne rentres pas. Il m'a laissé là, tous les touristes sont partis, alors il demandait une somme dérisoire, 4 francs. Tout le monde paye 4 francs, vous êtes d'accord que tout le monde va payer, surtout quand vous n'avez que 2 semaines de vacances. Donc là, moi j'ai dit, c'est hors de question, 4 francs, c'est presque la totalité de mon budget. J'ai dit, c'est mort. Donc je suis resté là, j'ai persisté, et là vous voyez qu'ils sont tous de mèche, parce que pour finir, il y a les chauffeurs de taxi qui venaient vers moi, et qui me disaient, allez viens, je t'amène en ville, tu retires de l'argent, et puis tu reviens payer. Après j'étais là, non. Après j'allais voir les vendeurs ils me disaient, écoute, c'est bon, on te donne un peu d'argent, puis tu nous rembourses après. Et puis, donc, ça m'a laissé à déduire qu'en fait, si je payais les douaniers, il y avait peut-être un petit quelque chose qui retombait aussi autour de la douane, entre les taxis, les vendeurs, etc. Donc ça, j'ai attendu quelques heures, puis pour finir, il a quand même fini par me laisser passer, parce que je suis retourné plusieurs fois vers lui, j'ai insisté, et puis ça a fini par passer. Bien souvent, c'est ça. Si vous laissez faire, les gens vous marchent dessus, et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc
c'est un petit peu obligé d'en arriver à là, quitte à être un peu lourd. Cette photo, elle est peut-être pas très évocatrice parce que malheureusement, j'ai pas pu faire de photo de la frontière entre la Russie et l'espace Schengen. Quand vous passez depuis la Finlande en Russie, c'est pas une frontière, hein, c'est un château fort. C'est un château fort, vous avez des casemates partout, vous avez des miradors, vous avez 3 barrières en fil barbelé qui entourent tout le pays du côté européen. Et puis, en plus de ça, vous avez des patrouilles armées qui tournent en permanence avec des camions. Bref, c'est une armada qu'il y a là au bord. Donc ça, c'était la frontière la plus impressionnante. Et après, il y a d'autres frontières qu'on ne passe pas, mais qui sont impressionnantes à voir. Donc là, de nouveau, on revient sur la ligne de démarcation entre les 2 Corées. Ici, la Corée du Sud. Et là, moi, j'étais du côté nord-coréen. De nouveau, un point, c'est censé être, ça s'appelle la zone démilitarisée, mais c'est la zone qui est le plus militarisée des 2 pays, ça c'est sûr. Pour les ravitaillements et pour la nourriture, alors là, comme vous pouvez voir, ça c'était les bons moments, c'est quand la famille venait nous voir et puis nous ramenait ce qu'on leur demandait. Donc j'aime le ragusa, oui. Voilà, donc beaucoup de choses sucrées évidemment, hein, parce que votre corps réclame beaucoup de sucre, de graisse quand vous faites de l'effort tous les jours, ça c'est sûr. Là, ce que vous voyez, malheureusement, ça se finissait en 2 semaines. Hein. Donc voilà, ça y allait. Il y avait aussi un petit peu de bushcraft, donc quand on avait du temps devant le feu, on prenait des branches de bouleau, etc. Et puis on commençait un petit peu à tailler des outils pour s'aider dans la cuisine et puis pour avoir des outils un petit peu légers. Filtration d'eau, donc là, l'eau que vous voyez derrière, c'est l'eau que vous voyez ici au fond de la bouteille, et c'est l'eau avec laquelle on va cuisiner après. Donc oui, l'eau là que vous voyez, c'est pas un mauvais reflet, elle est vraiment noire, mais avec les systèmes de filtration et la purification, on arrivait à avoir une eau quand même assez potable. En tout cas, on n'a jamais eu de gros problèmes. Ça, c'était pas très joli, mais ça, c'est des pitas. Donc en fait, on achetait 1 kilo de farine, donc qui coûtait 90 centimes, hein, et puis après, on mélangeait ça à de l'eau, on mettait cuire ça dans le feu, et puis avec ça, on avait des petits pains comme ça, comme vous voyez là, qui sortaient, et puis on pouvait les stocker pendant 1 semaine facilement, et puis après on pouvait manger ça au fur et à mesure. C'était pas très goûtu, je vous l'accorde, mais ça faisait le taf aussi pour remplir un petit peu le ventre. Ici, alors là, petit feu avec la casserole. Quand on était encore 2, on avait une petite casserole de camping. Des fois, mon ami, mon coéquipier pêchait, donc on avait des fois la chance d'avoir un poisson le soir pour les 2. Ça, c'était aussi quand on faisait de la cueillette de noix de coco, donc on faisait ça à 2. Je faisais la courte échelle à la chasseuse donc, que je vous ai parlé avant en Australie. Elle allait, elle coupait les noix de coco, puis moi je les récupérais en bas. Après, on les buvait ensemble, et puis des fois, on se faisait même des petits plaisirs avec un petit cocktail. Elle achetait un petit peu d'alcool, on mettait un petit peu quelque chose dedans. C'était sympa. Ça, comme je vous ai dit avant, en Asie, je mangeais beaucoup de choses, mais des fois, je ne savais pas ce que c'était, comme par exemple ça. Voilà, des fois, mais c'était toujours très bon. Ici, ça, c'était en Nord-Corée. En Nord-Corée, c'était impressionnant de voir, évidemment, la pauvreté déjà qui règne un peu partout. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des restaurants qui sont grandioses, mais que j'étais presque toujours tout seul dans ces restaurants. Hein, parce que voilà, en Nord-Corée, j'ai dû payer plus pour pouvoir rentrer. Évidemment, vous ne rentrez pas là-dedans en autostop et à pied. Hein. Il faut 2 guides, parce qu'un surveille l'autre, et un chauffeur. Okay, et ça avait un coût, c'est sûr, mais j'avais dit que je voulais aller en Nord-Corée, et j'y suis allé. Pourquoi ces restaurants sont vides? Les seuls gens que je croisais là-dedans, c'était des gens qui bossaient pour des ONG. Donc des gens qui étaient là pour apporter leur aide, etc. Mais j'ai fait des photos vraiment impressionnantes où il y a des restaurants qui sont grandioses, hein, grands comme cette salle, mais il n'y avait que moi dedans. Donc voilà. Ça ici, on mangeait des takoyaki, donc c'est des sortes de crêpes rondes japonaises. Donc au Japon, de nouveau, donc là la pièce dans laquelle on mange, c'était aussi la pièce dans laquelle on dormait. Ma famille en Chine, où là on mangeait de nouveau dans des endroits somptueux aussi avec eux. Ça c'était aussi assez drôle. Quand j'arrivais dans les villages au Vietnam, il y avait les enfants, si c'était pas les gens qui buvaient dans les bars qui venaient vers moi. Et puis les enfants ils me suivaient. Alors du début du village, ils me suivaient. Puis quand j'arrivais à la fin du village, il y avait tous les enfants du village qui étaient là. Et puis, ils me donnaient des petites gelées sucrées comme ça. Et puis, c'était cool, c'était revigorant, c'était énergisant, c'était sympa. Là, on retrouve donc Gaillané et son oncle, dont je vous ai parlé avant, qui nous avait accueillis dans sa fabrique de lavache, qui nous ont nourris de nouveau comme des rois. Ici, on a de nouveau la chasseuse trappeuse, qui m'a aussi appris à décortiquer des noix de coco, etc. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses très utiles pour l'Australie. Et puis ici, alors ça, il faut que je vous la raconte aussi. En Chine, il y a la culture d'accueillir l'étranger comme l'invité principal. Donc là, je me suis fait inviter dans un mariage, c'était les 30 ans de mariage d'un couple.
Et puis donc là, la pièce que vous voyez, il y a l'équivalent à côté. Petit détail important à retenir pour après. Je suis arrivé là-dedans, j'ai déjà été invité à la table des mariés, donc j'ai déjà pas compris pourquoi, parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout. Et puis ensuite, on a commencé à faire santé. Bon. Mais chaque table voulait faire santé avec moi après. Les shots là-bas, ils font 2 décis. 2 décis d'alcool de riz à chaque fois qui tirent entre 45 et 50 degrés. J'étais raide. Je ne pouvais plus. On a fait la première salle. Puis tout à coup, on me dit « Ah, mais il y a la deuxième ». J'étais là « Oui, bon, je vous passe mon frère ». Donc du coup, c'était aussi des fois des épreuves un petit peu difficiles. Non, c'était sympa. Pour finir, la Corée du Nord, les autres endroits que j'ai fait, tous les endroits que j'ai pu faire, à chaque fois, j'ai vécu des expériences qui étaient grandioses. Oui, je sais, la Corée du Nord, c'est vraiment très controversé, c'est vraiment très difficile aussi, histoire de pouvoir communiquer avec ces gens. Des fois, je prenais des choses en photo, on me disait oui, mais non, c'est mieux pas, etc. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une réticence, mais après, j'ai quand même vécu des belles choses, j'ai quand même rencontré des gens sympathiques, même si c'était peut-être qu'en facette, mais voilà, j'ai quand même rencontré des gens sympathiques sur le moment, et puis c'est ça que je retiens. Là, on a aussi des policiers au Vietnam qui m'avaient pris avec eux, j'avais traversé une bonne partie du Vietnam avec eux, et puis en fait, c'était des policiers qui étaient en action, hein. Ils étaient vraiment en train de travailler, mais ils m'ont vu faire du stop, ils m'ont pris avec eux, on a partagé des repas ensemble, on a partagé aussi, à un moment, ils m'ont amené donc, dans une zone qu'ils avaient à surveiller, et puis ils m'ont laissé dans la voiture et tout, et puis c'était assez intéressant aussi de pouvoir voir ce qu'ils faisaient là-bas, et puis voilà. Ça, c'est aussi important de parler de lui. Lui, c'était Brett, donc Guy, pardon, Guy. C'était un Français qui vivait en Australie, et puis un jour, je marchais le long de la route comme ça, puis tout d'un coup, je vois ce taxi qui s'arrête au bord de la route. En Australie, c'est peu commun. Et puis qui commence à m'appeler. Et puis je me dis, mais c'est bizarre, quoi. Puis je commence à y parler en anglais. Tout d'un coup, il me fait, t'es francophone, toi? Je dis, oui, ça doit s'entendre à l'accent. Donc là, typiquement, le gars, il me dit, écoute, viens avec moi et tout. Tu viens manger chez moi ce soir. Bon, je me dis, ok, je pars chez lui. Et puis je suis resté 2-3 soirs chez lui, de nouveau. Le gars, j'avais rien demandé. Il finissait son service. Et puis il m'a pris avec lui. Il m'a ramené chez lui. Et puis on a passé de bons moments ensemble. Pour finir cette présentation, je voulais vous laisser un petit peu avec la vidéo du mariage. Bon, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer l'arrivée de la mariée, en tout cas, quoi. Bon, c'est un mariage, mais voilà, c'est sympathique.我们刚刚所看到的就是这一路走的并不算特别的顺畅，但是很重要的一点，爸爸一直陪伴在女儿的身边。所以这一刻全场的每一位，除了大家用手机记录这个瞬间，我们掌声告诉玲玲，今晚很漂亮。其实就在刚刚开场前，玲玲跟我说，她是一个特别感性的人，所以现在我们看到了她眼中温暖的泪水。Ce mariage, c'était de nouveau un mariage haut de gamme, hein. C'était pas un petit mariage, voilà. Je me suis retrouvé là de nouveau avec la famille chinoise, donc ça c'était typiquement le genre de choses que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Et en fin de compte, beaucoup de gens me disent, t'as eu de la chance d'avoir fait ce que tu fais. C'est juste, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu le faire. Mais j'ai provoqué aussi cette chance. Ça m'est pas arrivé comme ça, dans les bras. Ah, je me suis dit, tiens, je pars tout, je vends ma voiture, je mets mon appart, je lâche ma copine et je pars. Non, c'est pas arrivé comme ça. C'est plutôt arrivé dans le sens où tout le monde m'a dit au début, mais t'es fou. Et alors on me disait ça au début, qui va sponsoriser un gars qui part en vacances? Je disais, attends, c'est pas des vacances que je vais faire. C'est une aventure, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose où je vais apporter aussi quelque chose avec les actions que je vais faire, etc. Et puis il y a tout le monde qui me disait, mais même des entrepreneurs qui me disaient, mais attends, c'est la crise, tout ça, ça marchera jamais. Et c'est là, en persistant et en creusant et en allant montrer mon dossier, en étant convaincu de ce dossier que j'avais monté avec l'aide de ma mère, que je me suis dit, mais waouh,
là, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que je voyais que ça prenait. Après, on a eu les donateurs, on a eu les sponsors, que je remercie d'ailleurs au passage. On a eu les gens aussi qui nous ont soutenus à travers une campagne de crowdfunding. Et puis, on a vraiment eu beaucoup de soutien tout au long de cette aventure. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ces gens. Je tiens aussi à remercier les gens qui m'ont beaucoup aidé aussi durant ce voyage, même s'ils ne sont pas là ce soir. Et puis, je tiens aussi à vous remercier, à vous d'être là ce soir. Merci d'avoir écouté. Après 5 mois, alors en fait, on a dû rentrer un moment pour faire des demandes de visa qu'on n'arrivait pas à avoir. On butait au Kazakhstan en fait. On avait notre visa au Kazakhstan qui arrivait au bout. On devait demander notre visa pour passer en Chine, mais les Chinois ne voulaient pas nous le donner avant qu'on arrive en Suisse. Donc ils voulaient vraiment qu'on demande le visa depuis la Suisse. Ça faisait déjà quelques temps qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Donc là, on s'est dit, bon, voilà, on va rentrer, on a peut-être une occasion de discuter de comment est-ce qu'on va faire pour la suite. Et puis on s'est dit, mais écoute, voilà, puisqu'on voit les choses très différemment l'un et l'autre, c'est peut-être mieux qu'un reste là, ou alors que les deux restent là, parce qu'à la base on ne savait pas trop. Moi j'étais pas super chaud à repartir tout seul, évidemment. Et puis pour finir, je suis quand même reparti tout seul, parce qu'il y avait quand même les sponsors qui étaient derrière, qui attendaient une réponse, etc. J'ai dû aller les rassurer aussi en rentrant, et puis j'ai dû leur expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on se séparait. Puis c'était vraiment une façon très différente de voir les choses. Puis on s'est dit, bon, c'est mieux d'en rester là, et puis comme ça on a pu rester en bon terme, et puis on a pu se séparer sans devoir se séparer au milieu de nulle part, et puis que ça fasse des histoires monumentales, quoi. Alors c'était moi-même les photos, c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas toujours des qui sont super bien cadrées, des photos qui sont aussi super bien explicatives, dans le sens où, voilà, par exemple la frontière russe, j'aurais bien voulu la prendre en photo, mais évidemment les Russes... ils me disaient de baisser l'appareil, alors que s'il y avait eu quelqu'un pour nous prendre en photo, ça aurait peut-être été plus simple. Donc on est arrivé à Oslo en Norvège. On a fait la Norvège, on a fait la Suède, on a fait la Finlande. Ensuite, on est descendu sur l'Estonie. Depuis l'Estonie, on est revenu sur la Finlande. Depuis la Finlande, on est passé en Russie. Après, depuis la Russie, on est allé au Kazakhstan. Okay ? Jusque-là, on était deux. Après, on s'est séparés. Il y a eu le retour en Suisse. J'ai fait les demandes de visa pour la Chine, pour l'Inde, pour la Corée du Nord. On est revenu. Je suis revenu, pardon. Je suis arrivé en Inde. Là, l'Inde, c'était de nouveau une expérience qui était riche en expérience, mais qui était un petit peu compliquée parce que c'est de l'eau et puis du vin, ce que vous connaissez ici, et puis l'Inde. Pour ceux qui y sont déjà allés, c'est très compliqué l'Inde, surtout quand on voyage comme ça. Ensuite, je suis parti donc sur la Thaïlande, pardon. Ensuite, parce que Myanmar, il y avait un génocide contre les Rohingyas. Bon, maintenant, c'est toujours, il y a eu un putsch, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais c'est une situation très instable au Myanmar, donc c'était impossible d'y aller non plus. Donc là, dû passer directement en Thaïlande. Ensuite, j'ai fait le Vietnam, le Laos, le Vietnam, et puis ensuite je suis passé directement sur la Chine, la Corée du Nord. Là, depuis la Corée du Nord, j'ai pas pu faire Corée du Nord, Corée du Sud, non, puisqu'ils sont en guerre. J'ai dû revenir en Chine et repasser sur la Corée du Sud. Donc là, vous reprenez une fois l'avion, parce que vous pouvez pas accéder à pied, etc. Et puis je suis revenu en Corée du Sud. Après, Japon, Australie, et Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, j'ai buté ici parce que non seulement l'avion était trop cher à pouvoir être pris pour retraverser l'Atlantique et arriver dans une des deux Amériques, mais en plus de ça, parce que je ne trouvais pas de bateau pour y aller. Depuis là, j'ai essayé de me rendre en Antarctique, mais ils me disaient que c'était l'hiver, que c'était impossible parce qu'en hiver, ils ravitaillaient leur base scientifique que par avion, et que par avion, le moindre gramme était compté, que si je voulais rentrer là-dedans, c'était un billet à plus de 15 000 $. À un moment, il faut faire un choix, je ne pouvais pas y aller, donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais laisser ça de côté. Et puis j'ai quand même essayé de me rendre aux États-Unis, ça n'allait pas. Essayer de me rendre en Amérique latine, toujours par bateau. Il faut savoir que par bateau, ça a aussi beaucoup changé. À l'époque, on pouvait se rendre dans un port, demander dans le port à monter sur le bateau au capitaine en lui disant, voilà, je suis prêt à bosser pour toi, je suis prêt à te rendre un service. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, donc il faut demander donc, dans les centres névralgiques de l'entreprise en question. Donc si par exemple, vous voulez aller voyager avec, je sais pas moi, Maersk, qui est une compagnie qui fait du transit, eh ben, il vous faut demander à Maersk, à Londres, pour pouvoir embarquer sur un de leurs
navire. C'est devenu beaucoup plus compliqué administrativement et beaucoup plus cher parce qu'évidemment, ils vont vous faire payer quelque chose. C'est fini le coup de main et puis je te fais monter à bord. Et puis surtout, après j'ai essayé aussi, j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé d'aller dans les ports directement en Nouvelle-Zélande pour essayer de partir depuis les ports. Et puis j'ai encore essayé de me mettre sur une application qui pouvait accueillir, donc un petit peu comme Airbnb, mais sur bateau, et en échange de coups de main. Et puis là, de nouveau, ils demandaient que des gens qui avaient déjà de l'expérience sur un bateau. Je n'avais aucune expérience sur un bateau, je demandais que ça, mais j'avais aucune expérience et j'ai pas pu passer. Tout ça m'a mené au décès dans ma famille proche de quelqu'un. C'est ce qui m'a fait rentrer. C'était une des 3 conditions qui pouvaient nous faire rentrer. Et puis après, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le coronavirus et puis le départ a pu être trop possible. Blessure, on pouvait voir un petit peu en diaporama. J'en ai eu une grosse au talon. Vraiment une grosse blessure au talon, mais ça c'était un petit peu du manque d'écoute de mon corps. En fait, ça brûlait vraiment toute la journée, ça brûlait. Je me disais ça va passer. Et puis j'ai eu une immense cloque, donc vraiment qui était ouverte au sang. Il y a eu ça, il y a eu aussi lors des 100 km, les chaussures, à force de marcher, elles m'ont fait des marques qui sont restées sur les pieds. Donc en fait, je pense le frottement de la chaussure sur 100 km, quand vous gardez la chaussure sur 100, ça fait quand même pas mal. Et puis maladie qu'une fois, et c'était de ma faute. J'ai mangé quelque chose qui était passé de date parce que j'avais comme politique de jamais rien jeter. Évidemment, quand vous avez 5,50 francs par jour, tout ce qu'on vous le donne, vous le gardez le plus longtemps possible. Et je jetais jamais rien. Et un jour, j'ai mangé des petits pains de Nouvel An chinois, donc des petits pains qui sont faits à base de pâte d'amande et puis de masse-pain. Et j'ai commencé à manger ça. Et puis le lendemain, j'ai été mal, mais comme jamais. Comme jamais, vraiment. Heureusement que dans chaque station de métro à Pékin, il y a des toilettes, parce que chaque toilette, je les ai utilisées. Très bonne question aussi. Oui, alors ça, c'est vrai que ça aurait été peut-être encore un chiffre intéressant à mettre. J'ai utilisé 6 paires de chaussures durant ce voyage. Donc voilà, il y avait un renouvellement assez continuel des paires de chaussures parce que, évidemment, les talons étaient... Je vous promets, je les gardais jusqu'au bout. Il y avait des chaussures, on voyait l'orteil qui dépassait. Donc vraiment, j'étais pas grand consumériste. Mais oui, 6 paires de chaussures quand même. C'est une question qui est immensément vaste à répondre, ça c'est sûr. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, à voir le monde dans sa globalité. Quand on me montre quelque chose à la télé, je le tempère toujours, parce que, comme tout le monde le sait d'ailleurs, aux médias on nous montre que ce que l'on veut. Et puis après, ça m'a aussi apporté énormément au niveau humain, dans le sens la tolérance, dans le sens aussi de comprendre tout ce qui était les conflits autour de ce monde. Aussi pourquoi ? Parce que des fois, on est bien dans notre petite Suisse qui est neutre depuis des années, où il ne se passe pas grand-chose. Et puis on se dit, mais pourquoi ils se tapent dessus, ces deux ? Je ne comprends pas. Puis voilà, de comprendre, de voir par soi-même aussi, de comprendre l'histoire qui a fait ces pays. Et puis ça m'a apporté évidemment énormément de persévérance, ça c'est sûr. Parce que avant, quand je suis parti, j'étais un petit peu quelqu'un qui... Comment dire ça ? J'étais un petit peu quelqu'un qui avait tendance à m'écraser face à certaines personnes. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance pas à m'imposer, mais tendance à me faire respecter, si on veut bien, dans le sens où, voilà, avant j'étais un peu timide. Voilà. Ça a un petit peu brisé cette timidité. Et puis voilà. La dernière formation que j'ai faite avant de partir, j'étais coach sportif. Donc je travaillais entre la Chaux-de-Fonds à l'Active Fitness et puis le Wellness Center à Tramelan, qui était un des sponsors d'ailleurs, et que je remercie aussi d'ailleurs au passage. Sinon, à la toute base, j'ai fait forestier bûcheron. Totalement. Il faut se dire qu'à la base, quand on est parti avec nos sacs, on voyageait à 4. Quand on faisait de l'autostop, si les gens ils avaient des petites voitures, ils passaient tout droit. Parce que déjà là, ça passait pas. Et puis en plus, la façon d'aborder les gens, elle est totalement différente. Quand vous êtes tout seul, les gens... ils voient en vous une certaine vulnérabilité, je vais y arriver, ce qui n'est pas un mal, mais justement, ils oseront plus vous approcher. Alors que quand vous êtes deux, qui plus est, 2 hommes, il y a beaucoup de gens qui sont sur la retenue. Là, je veux dire, j'étais en ville, on m'approchait, quand je regardais mon plan et tout, qu'on voyait que j'étais un peu paumé ou comme ça, on aime parler. J'étais tout seul, on aime parler. Et c'est vraiment aussi au moment où je me suis retrouvé tout seul que j'ai commencé à avoir le plus de ces expériences atypiques. J'ai un petit peu tendance à croire que dans la vie, il faut toujours un petit peu, il faut toujours un petit peu donner, voire beaucoup donner, avant de recevoir. Et puis voilà, c'est un équilibre un petit peu. Et puis je voyais un petit peu la chose comme ça, c'est comme quand j'ai marché mes 100 km. À la base, je suis parti,
Et puis je me suis dit, mais écoute Nico, pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Vraiment, il y a personne qui est là pour regarder et tout ça. Mais je me suis dit, ouais, voilà, bah, si tu fais ça, après tu auras une plus grande récompense de la part de la vie. Mais en fait, compte, j'en savais rien. Et puis c'était juste quelque chose qui me faisait avancer. Et puis c'est ça l'important dans la vie, en fin de compte, c'est de trouver quelque chose qui nous fasse avancer. Quelque chose ou quelqu'un. C'est une question qui est très dure à poser parce que justement, je ne suis pas une femme. Oui, alors franchement, déjà rien qu'en Inde, je me suis retrouvé déjà dans des situations d'insécurité en étant un homme. Les gens étaient assez curieux, ils venaient toucher mon équipement, ils venaient contrôler quand je dormais. Ce que je faisais, c'était très dur de trouver des endroits seuls pour dormir en Inde. C'était vraiment très compliqué, hein. Après, j'ai eu aussi des très bons moments en Inde, mais voilà. Oui, je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué dans certains pays, malheureusement, hein, parce qu'il y a encore pas mal de pays qui sont comment qualifier ça, qui sont un petit peu, voilà, l'homme d'abord. Voilà, je ne sais pas comment exactement dire, mais voilà, c'est vraiment l'homme qui tient les rênes, et puis c'est fou, parce que vous arrivez dans cette région, et puis vous dites, mais attendez, mais comment je peux vivre là, quoi? Je veux dire, comment les femmes, elles font pour vivre là? Vous voyez, vraiment, c'est impressionnant, et puis c'est triste de voir certaines choses, mais après, vous êtes un grain de sable, et puis oui, je pense que c'est quand même, en toute honnêteté, un peu plus compliqué dans certains pays. Mais après, ça n'empêche pas que si on saute un ou deux pays dans ce monde, et je parle vraiment d'un ou deux, les expériences peuvent être encore meilleures. Le pays avec les traditions les plus accueillantes, c'était sans hésiter le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'était grandiose. Vraiment, on est arrivé là-bas, on s'est vraiment dit, avec mon ancien coéquipier, parce qu'on était encore les deux, on s'est vraiment dit, là, il faut qu'on reste ensemble, il ne faut pas qu'on déconne. Ça va certainement être un des pays les plus dangereux qu'on va traverser. On est arrivé là-bas, il n'en était rien du tout. C'était extraordinaire, les Kazakhstanais, ils nous ont accueillis les bras ouverts, on tombait sur des gens dans des stations-service quand on marchait ou sur le bord de la route. Ils nous accueillaient jusque chez eux, dans leur famille, dans leur foyer, et ils nous faisaient dormir dans leur foyer. Tout ça après une soirée. C'était incroyable. Les gens les moins accueillants, ça c'est un petit peu fragile à dire parce que tout le monde est accueillant en fin de compte, mais oui, je dirais la Nord-Corée, parce qu'évidemment les gens, on leur bourre le crâne à coups de l'étranger c'est l'ennemi, l'étranger c'est dangereux, attention n'allez pas parler aux étrangers. Donc moi quand je voulais faire des photos avec des simples piétons qui passaient à Pyongyang qui est la capitale, les gens ils me faisaient, puis ils passaient tout droit. Okay, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils sont manipulés. Ils sont manipulés et puis c'est comme ça, malheureusement. Donc voilà. Oui, toujours je disais que j'étais suisse. Alors ça aussi, hein, on est très, très bien vu, les ressortissants suisses en général dans le monde. Voilà, l'avantage d'être neutre. Il y a un petit, comment dire, un petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que souvent quand je disais que j'étais suisse, on me prenait pour un Suédois. Donc voilà, hein, Suisse, Sweden, c'est vrai que ça glissait souvent pas. Mais bon, ils ont aussi une bonne réputation, donc ça allait. Toujours. Au moment où vous remerciez les gens, mais vous sentez que c'est pas suffisant. Vous sentez vraiment que vous avez envie d'en donner plus. Alors évidemment, quand vous pouvez donner un coup de main, on donne un coup de main, mais quand vous faites une nuit dans un endroit, vous n'avez pas forcément le temps de donner un coup de main. Et puis le truc, c'est que je m'étais dit, donc avant cette crise, je m'étais dit, quand j'aurai fini ce voyage, eh ben, je me donne comme objectif de refaire les pays où j'ai vécu les plus beaux moments avec les plus belles personnes, et j'invite chacune de ces personnes dans un resto complètement à mes frais. Parce que je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de les remercier, j'ai vraiment envie d'aller les revoir, ces gens. Puis malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand je pourrai y retourner. Jamais, vraiment jamais. Ça, c'était aussi impressionnant de voir que les gens vous accueillent comme ça, et puis qu'en fin de compte, ils ont un grand sourire, ils rigolent avec vous, et puis c'est tout. Vous ne sentez pas d'arrière-pensée, c'est tout. C'était beau, ouais. Alors, les gens qui me connaissent le savent, c'est la Nouvelle-Zélande. Voilà. Faut s'imaginer des paysages suisses avec un bord de mer sur tous les côtés, et puis la moitié moins d'habitants pour 7 fois plus de grandeur que la Suisse. Donc c'est très sauvage, j'adore tout ce qui est pays sauvage, un petit peu comme ça, et puis surtout il n'y a pas de bêtes dangereuses comme en Australie. Donc pour moi c'était un pays de rêve, quoi. Donc oui, voilà. Oui, il y avait un itinéraire qui était prévu.
L'itinéraire, je n'ai pas décidé de le remettre parce qu'il n'avait pas été respecté, dans le sens où on n'a pas pu finir le tour du monde, puisque j'ai dû revenir après pour un décès dans la famille proche, et puis qu'après, il y a eu ce coronavirus, je n'ai pas pu repartir. Donc oui, il y avait bien un itinéraire. L'itinéraire, il passait après coup, donc après la Nouvelle-Zélande, il passait sur l'Amérique du Nord, il descendait sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine, puis après il repartait sur l'Afrique du Sud pour remonter jusqu'à Gibraltar, et puis là, repasser sur l'Europe. Si, il y avait 2 ans. Et puis c'est aussi pour ça que après, quand je suis revenu, je me suis dit est-ce que je vais pouvoir repartir ou pas, parce que en dehors de l'épidémie, ça faisait déjà 18 mois que je voyageais. En Nouvelle-Zélande, je suis resté coincé, enfin coincé, c'était un grand mot, hein, mais je ne pouvais pas bouger de la Nouvelle-Zélande durant 6 mois. Je suis resté 6 mois en Nouvelle-Zélande. Je suis resté coincé en fait parce que j'arrivais pas à trouver un transport pour me faire passer l'océan Pacifique.